Hello. So just maybe a first precision. We can do that, of course, in English. So we send two presentations, one in French and one in English. But we just look at French. But if you want, we can do that in English. I don't know if some people there want to. What do you prefer? Okay. No. Yes, French. You want to do it in French? Okay. Bon, on peut faire en français. We don't want to lose anybody, so let us know. Okay. Okay. Bon, allez, alors vas-y. Oui, juste un mot alors pour commencer. Donc déjà bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents. C'est pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes. On va vous donner, on a une slide sur le sujet, mais vous expliquer qu'aujourd'hui il y a deux sociétés qui se sont rapprochées, qui s'appellent le groupe PSIH et Collective Thinking. Collective Thinking dont le fondateur est Vincent Susplugas. Et donc nous avons créé la société OSPI, voilà, OSPI. Et donc nous allons vous présenter finalement le fruit de ce rapprochement et ce que propose la puissance en fait de l'approche et de ce rapprochement et ce qui permet de faire aujourd'hui. Voilà, c'était simplement pour vous expliquer que nous faisons partie du même groupe voilà, et nous ne sommes pas partenaires, mais vraiment voilà, on est ensemble dans le même groupe. Voilà, donc effectivement, donc on va vous parler surtout des éléments très concrets, hein, de retour d'expérience. L'objectif, c'est vraiment de faire part de différents projets, de différents retours d'expérience, sur deux principaux enjeux de la recherche clinique, donc que sont d'une part les essais cliniques. Donc sur ce sujet, 55%, donc nous, il y a un challenge qui est vraiment humain d'abord et aussi économique. C'est-à-dire que quand on regarde, la principale difficulté rencontrée, c'est que 55% des essais cliniques n'arrivent pas en fait à leur terme, non pas parce qu'on a des événements indésirables qui sont constatés ou parce que du coup il y a une inefficience du traitement, mais uniquement parce qu'on ne parvient pas à recruter suffisamment de patients dans les essais. Donc pour nous, il y a un challenge avant tout humain derrière qui est de débloquer en fait grâce à l'intelligence artificielle ce premier cas d'usage. Donc ça c'est vraiment pour nous un élément qui est totalement clé. Hein, donc c'est répondre à cette difficulté grâce à l'IA d'identification des patients éligibles. Deuxième élément, c'est qu'en fait, il y a aussi, donc certes, trouver des patients, mais le faire rapidement, parce qu'on a effectivement un tiers des délais dans les essais qui sont consacrés uniquement au recrutement. Hein, et donc ça aussi, c'est un petit peu dommage, dans un moment où du coup, il y a des pertes de chances qui en découlent également. Donc d'un point de vue médical et aussi économique, c'est un point qui est juste essentiel. Et c'est vrai qu'effectivement, on reste encore trop sur des processus manuels où les laboratoires vont identifier un petit peu manuellement des centres et dans ces centres ensuite identifier avec des médecins investigateurs grâce à des ARC ou des TEC des patients. Et aussi, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on avance grâce à l'IA sur ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment le premier point dont on reparlera sur les essais cliniques. Deuxième type de challenge en fait sur la recherche, c'est vraiment sur les études en vie réelle, où on va avoir effectivement voilà, forcément, ça, je pense que tout le monde ici, on est totalement conscient, donc je vais passer quand même très très rapidement, mais il y a voilà, une démultiplication totale des besoins effectivement de suivi au-delà de la théorie des essais cliniques qui sont justement le premier pilier. Il y a beaucoup de choses qu'on constate dans la vie réelle, on sort des conditions un peu théoriques d'application, et donc du coup, on va avoir potentiellement plus d'échappement aux soins, d'inobservance des soins, plus d'interactions médicamenteuses, tout un ensemble de sujets qu'on va découvrir, qu'on va voir, avec en plus des volumes de données qui sont beaucoup plus élevés. Et donc là, il y a effectivement tout un ensemble d'éléments dont on va un peu plus parler. Merci. Et du coup, eh bien, pour pouvoir faire tout ça et pouvoir adresser ces éléments, il faut partir de la donnée. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein, et on va vous en parler parce qu'on a des méthodos extrêmement précis sur le sujet, et surtout dédiés à la santé. Mais ça commence par la donnée. Et la donnée, pour l'avoir, il faut y avoir accès. Okay, et c'est vraiment le point sur lequel on va insister et qui est la partie forte de notre approche. Puisque du côté du groupe PSIH, on travaille depuis 25 ans avec les hôpitaux. Donc on a la confiance des hôpitaux, on travaille avec 1000 hôpitaux, 65% des hôpitaux publics travaillent avec nous. On est les experts de la donnée dans ces hôpitaux depuis 25 ans. On leur propose des outils de BI, on est capable de se connecter sur toute la donnée structurée, évidemment, le PMSI, le laboratoire, la pharmacie, et j'en passe à des meilleurs, les urgences. Donc cette capacité à, d'une part, se connecter à toutes ces bases de données, la connaissance de ces bases de données, la connaissance des éditeurs qui gèrent
données. Et du coup, la capacité est donc à formater cette donnée, à la centraliser et à la mettre à disposition des hospitaliers. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Donc on n'a pas attendu les entrepôts de santé pour ça. Ça, c'est un sujet qui est essentiel. Mais au-delà de cette donnée structurée, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, il fallait qu'on puisse enrichir nos données en rencontrant nos amis de l'industrie pharmaceutique et même pour les projets de recherche au sein des hôpitaux, bien entendu, enrichir cette donnée de données cliniques, d'être capable de pouvoir utiliser finalement cette donnée qui n'est pas structurée, qui n'est pas exploitable en l'état. Et c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché de Vincent et donc de Collective Thinking, puisqu'ils ont une capacité en fait à travailler sur l'ensemble du système d'information de l'hôpital et notamment sur toutes ces données cliniques, ces comptes rendus opératoires, ces comptes rendus hospitaliers, et de faire en sorte de les rendre exploitables. Du coup, on a des compréhensions d'historique patient, on a des compréhensions sur les comorbidités, on a des compréhensions sur des profils patients qui sont absolument nécessaires et premières dans les différentes analyses et dans les projets de recherche. Alors d'ailleurs, première aussi dans les utilisations primaires de la donnée au sein de l'hôpital. C'est aussi ça l'intérêt de notre partenariat, c'est qu'on est initialement les partenaires de l'hôpital. Et c'est essentiel d'avoir cette confiance de l'hôpital pour pouvoir aller travailler dessus. Voilà. Et donc, cette capacité à travailler sur l'ensemble du système d'information, qui est déployé sur 30 établissements par Collective Thinking, va être croisée avec notre accès à ces 1000 établissements et à la donnée structurée pour vous permettre d'aller plus loin, effectivement, sur l'inclusion de patients à partir de critères complexes ou ces données en vie réelle. Et Vincent va nous expliquer finalement les différentes valeurs. Enfin, moi tout de suite, et puis après, tu nous expliqueras effectivement les cas pratiques, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Avance. Du coup, par rapport à ce qu'on était en train de se dire, on va pouvoir aller plus loin et aller plus vite. Plus vite, c'est essentiel. Dans le cadre du temps long, j'étais hier à Marseille à la Connection Day avec tous les DG de CHU. Le temps long, c'est un vrai sujet, c'est une vraie complexité qu'on a adressée. Les startups, les corporations, et puis il marche bizarrement ce micro. J'ai l'impression qu'il se déconnecte de temps en temps. Et donc, tiens comme ça. Ok, donc intégration de toutes les sources que je vous expliquais. L'historique depuis 20 ans, ça c'est essentiel et c'est très discriminant. Là aussi, pour pouvoir comprendre des parcours de soins, pour pouvoir comprendre des historiques patients, c'est l'essentiel d'avoir accès à ces bases de données. Donc pas simplement à la donnée en temps réel, c'est une chose, on y a accès, mais aussi au back data. Ok. Et puis avec des analyses avancées en IA, tu veux en dire un mot peut-être ? Oui, effectivement. Donc on va vous les présenter. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter aussi concrètement du coup des études de cas, donc qu'on fera juste après effectivement. Voilà. Et puis donc aller plus vite. Effectivement, on en a parlé sur le process de recrutement pour améliorer la qualité des études et pour simplifier. Je trouve que ce point est essentiel. La réplicabilité, l'extension des études, c'est quand même un des sujets des données en vie réelle. C'est qu'effectivement, on n'est pas obligé de refaire à chaque fois une étude observationnelle. On a déjà tout prévu et il suffit de faire rejouer les données pour avoir une photographie 1 an ou 2 ans après. Ce qui est absolument essentiel, notamment auprès des autorités de santé. Voilà. Donc c'est avec ces capacités, avec cet accès aux données de l'hôpital qu'on va pouvoir adresser ces challenges-là. Très bien. Merci Jean-Baptiste. Et effectivement, du coup, pour aller sur quelques exemples concrets, et ensuite on essaiera de garder aussi pas mal de temps sur les questions, du coup, pour vraiment répondre à vos attentes, à ce que vous souhaitez approfondir. Donc sur des exemples très concrets, donc on va effectivement été retenu par le Health Data, donc on fait partie des premiers projets sur le 3 IA qui sont dédiés à l'analyse des parcours de soins. Donc c'est vrai qu'un des challenges, c'est toujours grâce à l'IA analyser déjà beaucoup plus de volume. Donc en l'occurrence, on a une cohorte de 42 000 patients. Et sur ces éléments-là, on va aussi utiliser un petit peu notre capacité à comprendre à la fois donc, les données textuelles. Donc on a une IA qui est mobilisée du coup vraiment sur ce volet, avec à la fois de la structuration de données. Donc c'est ce qu'on appelle des IA d'apprentissage non supervisé dédiés à la modélisation sémantique. Et donc sur ce corpus, on a été capable du coup de générer énormément de données pour mieux comprendre la clinique des patients. C'est vrai que dans le SNDS, on a beaucoup d'éléments sur l'aspect économique, sur l'aspect clinique. Ensuite, il y a tout un ensemble d'informations sur la criticité des pathologies, notamment sur la sévérité, sur la finesse d'analyse, sur les prises en charge, etc., qui ne sont pas présentes. Et donc, c'est vraiment grâce à ça qu'on va aller typiquement identifier des scores de Glasgow pour caractériser la sévérité de la pathologie, les Glasgow Coma Score. On va aller aussi sur tous les éléments de pathologie qui ne sont pas du tout précisés dans le SNDS, du coup, pour caractériser typiquement l'anosognosie, qui est aussi une caractéristique clinique importante. Donc ça, c'est la première IA qui va vraiment aller beaucoup plus loin dans la compréhension clinique des patients.
Et donc, juste pour donner un petit ordre de grandeur, sur la capacité d'analyse en fait, de très grands volumes de données, en 8 heures, en fait, on a analysé et labellisé 2 millions de données. Hein. Donc, en fait, on a vraiment fait un travail qui, humainement, ne pouvait pas se faire. Voilà. Donc, 8 heures, je crois qu'on s'était amusé. Enfin, c'était plus de 100 ans pour je ne sais plus combien de personnes. Mais enfin, voilà, c'est juste impossible à faire à la main. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est le premier élément, première IA, sur vraiment aller beaucoup plus loin dans la compréhension clinique des patients. Deuxième type d'IA, en fait, c'est tout ce qui permet de modéliser, du coup, et de comprendre, en fait, les spécificités des prises en charge. C'est vrai que surtout quand on va vers des pathologies impliquant des personnes âgées, on a des patients qui sont polypathologiques et arriver à faire ressortir les grandes lignes, en fait, les grands éléments en fait, qui sont médicaux ou économiques, alors qu'en fait chacun est un peu particulier, c'est un challenge qui est assez important. Voilà. Et donc ça, grâce à l'intelligence artificielle et à cette capacité à aller sur des très grands volumes de données, forcément, on va aller beaucoup plus loin dans cette compréhension précise des patients. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième challenge. Et donc typiquement, donc on a été capable d'identifier des ensembles de parcours où les patients vont tous retourner à domicile. Donc ils ont été pris en charge, ils retournent tous, sauf que malheureusement pour tout cet ensemble de patients, il y a une prise en charge non programmée, ils retournent en urgence et là on a des taux de décès qui vont de 10% pour une sous-cohorte à plus de 50% pour l'autre. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui permet du coup d'identifier ensuite des patterns d'ordre médical avec des outcomes médicaux, comme des patterns aussi économiques où on va essayer de comprendre pourquoi ensuite certains types de patients vont être beaucoup plus dépendants tout au long de leur vie en fait d'une prise en charge. Et pareil, est-ce qu'on pouvait dès le démarrage arriver à mieux identifier pour adapter ce parcours. Voilà, donc ça c'est vraiment le deuxième type de challenge, deuxième type d'IA. Troisième type d'IA, on est sur tout ce qui est médecine personnalisée, prédictive, préventive, où on va essayer d'entrer dans la vie clinique du patient pour arriver à mieux prédire en fait, tout un ensemble d'événements qui peuvent lui arriver à l'avenir. Et ça, c'est vrai qu'on l'a fait dans le cadre de ce projet sur les traumas crâniens, mais c'est aussi ce qu'on fait depuis un peu plus d'1 an maintenant en oncologie. Voilà. Et donc là, il y a des très très beaux enjeux aussi sur ce volet-là. Deuxième type de retour d'expérience, donc on a été retenu par le CEPHAR et la HAS du coup sur tout ce qui était analyse des événements indésirables. C'est vrai qu'il y avait encore malheureusement beaucoup d'analyses qui devaient être faites à la main pour essayer de comprendre un petit peu les principaux facteurs explicatifs d'événements indésirables, graves en l'occurrence. Et donc nous, pareil, on a utilisé des IA d'apprentissage non supervisé sémantique pour permettre du coup très rapidement, en l'espace de 2 semaines, d'avoir une compréhension. Donc on n'a rien expliqué à nos IA et elles ont identifié par elles-mêmes tout un ensemble d'événements indésirables et ensuite elles ont modélisé cette donnée en fait pour permettre du coup une analyse beaucoup plus à la fois poussée puisqu'on l'a fait sur beaucoup plus de volume de données et beaucoup plus précise aussi d'une certaine manière puisque forcément grâce au volume on peut aller aussi beaucoup plus loin dans les analyses, dans la spécificité, dans la précision des analyses réalisées. Voilà, donc ça c'est vraiment du coup un autre type d'IA du coup, donc on a réalisé du coup en lien avec la HAS. Et donc voilà, après il y a d'autres cas. Mais voilà, donc on va rester déjà sur ces éléments. Voilà. Et donc je vois toutes les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions, s'il vous plaît, levez les mains et on vous passe le micro. Merci. Il y a une question là-bas, monsieur. Bonjour. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur ce dernier use case par rapport à l'IA pour prévenir les EIG. Oui. Quelle est l'application de ce use case, notamment quand on lance une étude clinique? Est-ce que ça peut nous servir pour prédire le nombre d'EIG que l'on va avoir lors d'un essai clinique et d'anticiper un petit peu tout ce que ça peut comporter? Alors c'est vraiment effectivement, donc il y a l'enjeu, c'est de mieux identifier du coup dans les données les EIG effectivement, donc les événements indésirables graves pour ceux qui ne connaîtraient pas l'acronyme.
Et donc ensuite de labelliser automatiquement, donc notamment dans le cadre d'un essai clinique, mais pas forcément que dans le cadre des essais cliniques, de mieux du coup les identifier pour un essai, pour ensuite un pilotage aussi au niveau hospitalier, pour tout type d'études finalement. Voilà. Mais effectivement, c'est de l'analyse, de l'étude. Pour le moment, on l'a utilisé que sur du rétrospectif, voilà, ou sur effectivement on l'a pas forcément utilisé, en tout cas dans la dimension clinique, parce qu'on pourrait se dire aussi, est-ce qu'il y a dans la dimension clinique en temps réel des enjeux ? Ça, c'est une dimension qu'on n'a pas encore abordée, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ici ? Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'aspect données de vie réelle, s'il vous plaît ? Et je crois que je n'ai pas très bien compris cette partie-là. Alors, sur les données de vie réelle, donc en fait, nous, donc sur les données de vie réelle, alors je ne sais pas quel est le sens précis de votre question. En tout cas, donc nous, on a à peu près toutes les données de vie réelle, au sens où on a les comptes rendus hospitaliers, opératoires, d'imagerie, des données de biologie, des prescriptions, sur les 110 centres qui ont été évoqués tout à l'heure. Et ça, on a à la fois donc un historique de ces données de vie réelle, qui va de 3 à 20 ans d'historique en fonction des centres, et on les a aussi en temps réel. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux éléments. Et c'est vrai qu'en fonction des cas d'usage, on va faire, ça va être une dimension qui va être plus utile que l'autre. Forcément, pour inclure les patients dans les essais cliniques, le temps réel va être forcément beaucoup plus clé. Mais dès qu'on est sur des études rétrospectives, voilà, on peut tout à fait se satisfaire de juste de la dimension historique et voilà. Mais je ne sais pas quel était le sens précis de votre question. Est-ce que c'était derrière quelles étaient ces données ? Est-ce qu'il y a les dimensions juridiques peut-être ? La question. Non, c'était plus par rapport à ce que vous disiez, je crois, Jean-Baptiste, sur le fait qu'on pouvait exploiter ces données de vie réelle pour accélérer le recrutement dans les essais cliniques. Donc, vous avez un peu répondu à la question. En fait, vous avez les deux, mais c'est vrai que ces données en vraie vie, elles sont indispensables. Aujourd'hui, vous savez que les autorités de santé, elles demandent maintenant de plus en plus des données en vie réelle. Ça veut dire qu'effectivement, au-delà des essais cliniques, il faut prouver en vraie vie l'efficacité ou les effets secondaires, enfin bref, tout un tas d'éléments sur les traitements qui sont mis sur le marché. Donc l'intérêt, c'est comme la plupart de ces traitements sont initiés à l'hôpital, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui résident au sein de l'hôpital. Et donc, ces données en vraie vie, il faut pouvoir y avoir accès. Et on peut les utiliser à différents niveaux. Effectivement, sur des données en vie réelle vraiment qui vont être mises en place et mises à disposition des autorités pour prouver encore une fois ce qui se passe en vraie vie, ça c'est un premier usage. J'arrive à avoir une donnée représentative et je montre que dans la vraie vie, les patients ils réagissent comme ci ou comme ça au traitement. Ça, c'est une première chose. L'autre point, c'est de se dire, avec ces données au sein de l'hôpital, cette fois-ci, on ne va pas forcément faire des données en vie réelle, mais on va pouvoir, comme on connaît tous ces profils de patients, comme on a tous ces critères, comme on a accès à tous ces critères, on va être capable de définir, d'identifier quels sont les patients qui ont une pathologie spécifique. Parce que parfois, c'est très simple, mais dans les maladies rares ou quand vous êtes en 3e ligne de traitement en onco ou quoi ou qu'est-ce, en fait, il faut arriver à trouver parfois des épingles dans une meule de foin. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en croisant tous ces indicateurs, on est capable aujourd'hui d'apporter des éléments de réponse extrêmement spécifiques, beaucoup plus précis que parfois un KOL qui va dire, en toute connaissance, en imaginant être parfaitement précis, et c'est très difficile de savoir exactement combien je compte dans ma file active de patients qui répondent exactement à ces critères-là. Parfois, la différence, elle est de 15 à 20% par rapport à entre la réalité et ce qu'il perçoit. Et ces 15 ou 20%, c'est une catastrophe quand on commence à additionner tous les centres, parce que c'est les 20% de patients qui vont vous manquer et qui vont vous faire perdre 6 mois dans votre essai clinique. Or, on sait le poids que compte chaque mois dans cet essai clinique. Donc ça, c'est un deuxième usage de la donnée. C'est pas vraiment de la donnée en vie réelle, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet, encore une fois, d'identifier, de savoir où sont les patients potentiellement éligibles, ou en tout cas à inclure sur un essai clinique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, super. Très court, question. Ce sera très court. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que ces solutions et les données que vous avez, vous les exploitez aussi pour tout ce qui est lié aux aspects de remboursement ? Alors, sur les dimensions de remboursement, c'est-à-dire du coup sur les problématiques côté laboratoire, côté, est-ce que vous pourriez juste préciser ce que vous entendez par là ? Sur l'accès au remboursement. En fait, les preuves qu'on peut demander, que les autorités peuvent demander. À des établissements de santé, du coup. On ne l'a pas encore fait, mais on pourrait absolument l'utiliser dans ce contexte-là, dès lors qu'elles sont recevables par l'autorité compétente. Du coup, pour que les établissements, c'est ça, puissent se faire rembourser, donc il y a tout le process du remboursement pour les établissements, c'est ça ? Des
pour les produits. Oui, les produits de santé. En fait. Ouais, pour les produits de santé. En tout cas, il y a des problématiques pour les établissements qu'on adresse sur ces questions de remboursement des molécules onéreuses. Voilà. Donc ça, on a bien des problématiques qu'on adresse là-dessus. Alors, si tout le monde veut poser plus de questions, vous avez une booth dehors dans le Demo Zone. C'est la façon de dire c'est Je fini. pense. On m'avait prévenu. Où est-ce que l'audience peut vous trouver après? Bon, on sera ravis de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Oui. Maria. Oui, voilà, vous pouvez trouver Vincent et Jean-Baptiste dehors dans le Demo Zone sur le stand et on les applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Thank you very much.